Bonjour à tous, je suis ici avec Emmanuel. Salut Emmanuel. Salut à tous, bonjour Alors et bienvenue en Normandie. Voilà, alors on se connaît depuis quand même quelques années. Hein. Ah oui, ça doit faire, je pense, une dizaine d'années qu'on se connaît. Voilà, alors tu as commencé il y a très longtemps, je vais dire le bassin, parce que tu étais avant tout un amateur aquariophile. Voilà, donc je suis venu au bassin par l'aquariophilie, donc comme tout le monde, des petits poissons pour commencer, des cyclidés ensuite, l'eau de mer, les discus, et puis après la coille. Et voilà, et comme ça la boucle est bouclée, on va dire. Voilà, la boucle est bouclée. Alors bon, longue histoire, hein, tu as commencé il y a longtemps avec un petit bassin, je suppose. Oui, là où on est ici, en fait, on a acheté ce terrain. Il y avait un bassin en béton. Comme je faisais de l'aquariophilie, j'ai cherché comment valoriser ce bassin autrement qu'avec des poissons rouges. Je suis tombé sur les carpes koi, sur ton site. C'est là que j'ai fait mes premiers pas et j'ai mis quelques koi dans ce bassin en béton. Ça a duré 1 an ou 2 avant que je réalise qu'il fallait absolument le casser. Pour passer sur cette bâche, les bombes de fond et la technique qu'on connaît aujourd'hui. Exactement, alors bon, tu as affiné cette technique au fil des ans. Bon, tu as connu la grande époque, notamment celle de Daniskoi Café. Oui, tout à fait. Daniskoi Café, c'était les excursions à Bruges, en se demandant quelle merveille on allait encore trouver là-bas. Voilà, c'est là que j'ai fait mes premières armes. Alors après, bon, tu as Daniskoi Café qui n'existe plus aujourd'hui. Tu as aussi connu Koi-san France. Voilà, Koi-san Paris. Et puis ensuite, tout le réseau de Tony, couleur de Niigata. Et puis avec ici, l'Oasis. Et puis après, plus près d'ici, Normandie Koi. Voilà, nous on en revient justement. Voilà, on en vient, on a été voir la vente aux enchères, qui était très sympathique comme d'habitude, avec des poissons avec du potentiel. Voilà, on va discuter après dans le sujet pourquoi cette année je ne me suis pas mis sur les rangs. Tu t'es pas mis sur les rangs, mais tu es venu quand même voir. Donc voilà. il y avait quand même des trucs sympas. Et puis à des prix tout à fait corrects. Hein. Oui, tout à fait. Donc je pense qu'il y en a qui se sont fait plaisir. Et ils ont bien raison de le faire. Bon, en attendant, toi, tu as un petit changement dans ta vie. Voilà, tout à fait. La vie fait que je vais quitter la Normandie, m'en aller dans les Deux-Sèvres. Et je vais tester le grossissement des koi sous des températures un peu plus chaudes, voir si ça marche mieux. Voilà, les Deux-Sèvres, ça va être pas trop compliqué. Non. Il n'y a pas moyen d'aller dans une sèvre à la fois? Non, il y a les 2 sèvres, donc je veux les deux, moi je veux pas choisir, tu sais. Bon, d'habitude, on va dire que tu as l'habitude d'être à l'heure ici. Voilà, parce qu'ici on est dans l'heure, donc comme tu me l'as refait remarquer, on va passer d'un endroit où on est tout le temps dans l'heure à un endroit où il faut choisir entre les 2 sèvres. Voilà, exactement. Alors voilà, c'est évidemment délicat parce que tu as une période d'essai, donc tu sais pas très bien si tu vas déménager d'ici. Donc on est dans une période de transition totale. Voilà, tout à fait. Donc là, je vais avoir la chance d'avoir 3 mois de vacances, donc je redeviens un peu étudiant avant de démarrer ce nouveau boulot. Et donc pendant 3 mois, je vais pouvoir profiter de mes koi et essayer de régler les quelques petits problèmes dont on va parler peut-être. Absolument. Alors là, voilà, c'est un bel exemple. Hein. Vous avez toujours demandé, tiens, voilà, comment est-ce que le bassin a évolué, et puis est-ce qu'il y a eu des problèmes, etc. Comment est-ce qu'on les solutionne et blablabla et tout le reste. Voilà, écoute Emmanuel, tu es un bon exemple. Donc tu as dit, oui, mais mes poissons sont pas en pleine forme, hein, c'est un peu con de venir les filmer. Mais je dis non, justement c'est le contraire. On va le faire parce que ça peut intéresser pas mal de gens. On va commencer d'abord par les mensurations du bassin. Donc le bassin ici fait à peu près 10 mètres de long, il fait 5 mètres de large et il fait une profondeur de 2 mètres. Mais il n'est pas carré comme vous allez le voir sur les images, il est presque en forme de diamant, ce qui fait que j'ai une contenance totale qui fait un petit 40 mètres cubes. 40 mètres cubes, c'est déjà pas mal, hein, donc ça commence à le faire. Alors en termes de filtration, il y a plusieurs étapes.
Oui, donc On peut te faire retracer l'historique, ça sera sympa. oui, donc j'ai commencé avec ce fameux bassin en béton et les articles sur la filtration Cubi. Et donc j'ai encore dans un coin du terrain des cubis percés et c'est comme ça que certains faisaient la filtration à l'époque. C'était en tout cas économique avec un système pompé et des cubis. Donc sur la qualité biologique de l'eau, ça marchait bien. Sur la qualité esthétique, il y avait plus à dire parce que déjà par le pomper, les déchets s'accumulaient au fond. Le matin au lever du soleil, le bassin était parfait. Et plus on avançait dans la journée, et plus l'eau se transformait en marécage. C'est ça. Ah, bon, ça c'est la première étape. Ouais. Donc ensuite, j'ai refait le bassin, j'ai mis les bondes de fond. Et là, système avec filtre à grille, suivi d'un filtre à chambre. Ça marchait bien. J'avais une qualité d'eau qui était correcte, un peu de particules. Et puis le défaut qu'on connaît au filtre à grille, c'est que quand vous êtes parti 3-4 jours, il faut demander à madame de nettoyer le filtre à grille. Et là, vos points conjugaux commencent à baisser. Ah ouais, après, il y avait quand même un grand multichambre qui a été construit, que tu as fait en dur. Voilà, donc c'est un filtre que j'ai fait en parpaing, cimenté, avec quelques erreurs de conception, donc sur les masses filtrantes. Et puis un autre problème sur le revêtement d'étanchéité qui est à moitié maîtrisé, qui cloque un peu, un célèbre matériau que je ne citerai pas. Bon, si, tu peux le citer. Hein. Je ne me rappelle plus. Moi non plus. Donc c'était cette peinture caoutchouc là, qu'on étalait, mais voilà, qu'il fallait bien étancher de l'humidité, sinon ça cloquait. Visiblement, j'ai raté une étape. Il est plein de cloques. Et puis, les drains de fond sont faits en 50 pour les backwash. Et ça, je pense que c'est trop court pour la dimension du filtre que j'ai. C'est ça, déjà des grandes cuves. Hein. Voilà, donc c'est des cuves qui font grosso modo 1 mètre cube par cuve. C'est ça. Ça c'est déjà une bonne idée parce que on n'a jamais trop petit filtre. Hein, donc en plus, ça a la place pour le planquer. Voilà, donc là j'ai la chance d'avoir du terrain, de quoi planquer. Donc j'ai préféré voir trop grand que d'être obligé de refaire quelques années après. Alors après, filtre à grille, ça posait un problème. Manifestement pour madame. Donc, solution ? Et pour moi aussi d'ailleurs, parce que c'était assez embêtant. Et donc la solution, ça a été le filtre à tambour. Et donc depuis maintenant 4-5 ans, je suis sur filtre à tambour. Grâce au réseau d'amateurs de carpe, on s'est échangé des tuyaux. Mon frère bossait en tôlerie, il a récupéré de l'inox. Quelqu'un d'autre était capable de faire des courroies. Un autre était capable de faire le programme. Et donc c'est un filtre à tambour, on va dire bricolage maison. Non commercial. Non commercial. On y a réfléchi à un moment, pour être honnête, de dire est-ce qu'on fait le kit et puis il y a des professionnels, on va laisser vivre tout le monde. Voilà, après ici, ça tournait bien jusqu'à il y a peu. Voilà, ça tournait bien, j'ai pas eu de problème jusqu'au printemps dernier. Et puis au printemps dernier, on a eu ici un printemps froid. Et donc mes coilles étaient, comme l'hiver, posées au fond. Et puis, il y a à peu près 1 an à cette période-là, l'eau était à 20 degrés, les carpes étaient toujours au fond. Et là, je me suis dit non, c'est pas le printemps froid qui est en cause, il y a autre chose. Et donc frottis. Et puis au frottis, parasites. Et donc, j'ai traité contre les parasites. Les parasites sont partis. J'ai plus de dactylo, plus de gyro. Par contre, un comportement d'écoille qui n'est pas reparti, lui, avec des coilles un peu apathiques, posées au fond un coup de temps en temps, qui avaient tendance à manger comme des mannequins de défilé de mode. Et c'est pas ce qu'on recherche, nous, au contraire, on recherche le body, et donc il se passe quelque chose. Et, comme des mannequins de défilé de sumo. Voilà, c'est plutôt ce qu'on voudrait avoir. Et donc là aujourd'hui, j'ai fait un traitement au sel l'hiver dernier. Et plus l'hiver, j'ai pas eu de nouveaux symptômes. Et là, le printemps,
les ulcères recommencent. L'écueil passe de je mange un coup de temps en temps à je mange pratiquement plus. Et aujourd'hui, j'ai voilà, 2 coils qui viennent picorer et les autres qui regardent la nourriture avec développement d'ulcères. C'est ça, tu as perdu quelques pièces aussi. Oui, et j'ai perdu en tout 5 à 6 poissons. Ce qui est voilà, ceux qui ont perdu des poissons savent de quoi je parle. C'est pas agréable, quelle que soit la nature du poisson. Bon, alors tu as mis un produit, je ne sais plus lequel, parce que bon, on a... Et c'est pas volontaire, hein, ce que je vous dis, franchement, je ne sais pas lequel c'est. Donc tu as mis un produit ici dedans, et puis il y a eu directement une réaction. Oui, donc j'avais un biofilm sur la bâche. Et puis, alors en même temps que le produit, les températures actuelles font que mes coils ont frayé. Et donc entre le frais et ce produit, aujourd'hui la bâche est pratiquement à nu, sauf dans les endroits où il n'y a pas de soleil, où le biofilm a été préservé. Voilà, je ne sais pas en tirer de conclusion. Personnellement, c'est juste une constatation que je fais. Alors peut-être on va montrer ça, bon, reste avec nous, on va jeter un coup d'œil. Alors ici on voit bien, voilà la bâche telle qu'elle se présente aujourd'hui. On voit bien que bon, le biofilm a complètement disparu. En contraste, je vais remonter, vous voyez ici le biofilm est encore installé. Bon, partiellement, hein, parce qu'il est quand même fort altéré. Oui, tout à fait. Il était beaucoup plus épais que ça auparavant. Il subsiste à cet endroit-là, mais on voit qu'il est en situation difficile. Alors bon, voilà, ça c'est une situation. Alors on peut remarquer, bon, les poissons ici, c'est un peu plus compliqué à vous montrer les ulcérations, etc. Mais vous avez peut-être eu l'occasion d'en choper une dans la vidéo au départ. Alors là, on peut observer quelque chose de particulier. C'est le temps que mettent les bulles à exploser en surface. On voit que ce temps est relativement long, ce qui laisse suspecter qu'on a quand même un taux d'ammoniac anormal. Alors, c'est pas anormal dans le sens que, bon, ben, évidemment, c'est pas souhaitable d'avoir un taux d'ammoniac important, mais c'est aussi lié, je dirais, au fait que ça a frayé. Oui, le frais a eu lieu il y a 10 jours maintenant. Donc je pense que la qualité de l'eau doit s'en ressentir, même si sur les... J'ai pas du tout testé l'ammoniac, mais sur les nitrites en tout cas, aujourd'hui je trouve plus de nitrites. Alors pour savoir s'il va y avoir une montée nitrite, je vais essayer de voir le Yamabuki en gros plan. C'est pas facile parce que je suis mal placé. Vous voyez ici une ulcération sur le Yamabuki, c'est bien dommage d'ailleurs, hein, vous voyez à la queue. Bon, il y a un autre Tancho qui a aussi un petit peu des problèmes. Lui, je ne peux pas le choper, il est derrière la grille. Enfin, quoi qu'il en soit, en tous les cas, est-ce que ces ulcérations se sont avérées plus importantes suite au frais ou pas? Non, c'est des ulcérations dont le rythme d'évolution est toujours lent. Et comme en plus je sors les poissons, je nettoie les ulcères et je fais ce qu'il faut pour soigner, on va dire, je contiens et je fais en sorte que ça évolue pas très vite, mais je règle pas le problème. Absolument. Alors bon, première chose, je veux dire, une petite erreur de jeunesse, hein, on va dire comme ça, sur ce qui se passe lors d'un frais. Alors un frais, il faut savoir que c'est une pollution gigantesque, parce que bon, il y a une grosse partie des œufs qui ne vont pas être fécondés. Donc tous ces œufs vont inévitablement être pourris. Donc une partie des œufs est mangée directement par les autres coils, mais après, bon, il en reste tellement que il y en a forcément qui vont se putréfier, donc c'est la porte ouverte à des poussées de nitrites. Oui, il y a un gros apport de matière organique parce qu'il y a les œufs, il y a aussi la laitance et effectivement quand on arrive le matin, on a l'impression que les enfants ont fait une bêtise et ont versé du produit vaisselle dans le bassin. Absolument, c'est d'ailleurs à ça qu'on remarque, bon, le frais était intense, hein, donc chez moi c'est pas compliqué, le bassin fait 31 mètres de long. Et croyez-moi, pas une place, on aurait vraiment cru qu'il avait neigé sur le bassin, c'était blanc de chez blanc. Pas très grave parce qu'on l'absorbe très rapidement avec un skimmer, ça c'est pas le souci. Mais après, ça fait des matières organiques importantes. Donc quand vous avez un frais, il faut être très vigilant. On observe alors les poissons parce que généralement les poissons, les coils vont frayer plusieurs jours d'affilée. Je ne sais pas si c'était le cas ici. Oui, ça a duré 2 jours. Bon, 2 jours, chez moi ça a duré 5 jours.
Donc ensuite, après le frais, il y a deux possibilités. Soit vous avez vraiment un volume gigantesque, ça ne pose pas trop de problèmes. Soit vous avez un volume plus réduit avec une population quand même de sujets importants. Et là, il faut être très vigilant parce que très vite, la pollution s'installe. Et il est très indiqué, après la fin du frais, de directement faire un changement de 30% d'eau. Ça n'a pas été fait, je pense. Non, je le saurai pour les années d'après, s'il me reste encore des coils, Patrick. Alors, n'oubliez pas, 30%, très important, parce que là, franchement, vous allez avoir des poussées d'ammonium. Hein. Donc ici, on voit l'éclatement des bulles sur l'eau, qui est relativement lent. Donc c'est à ça qu'on peut voir un petit peu qu'il y a un souci qui se passe. D'une part, d'autre part, effectivement, on a ce problème du biofilm qui a disparu. Et ça, c'est beaucoup plus alarmant parce que, bon, un bassin sans algues est un bassin malade. Alors, je sais que tu as fait pour bien faire. Tu n'y es pour rien dans ce coup-ci, mais bon, quand on a un bassin qui fonctionne bien avec une gamme de produits, il faut essayer d'essayer de nouvelles choses. Et la preuve en est, c'est que ça a tout flagué ici. Oui, alors là aussi, la relation, comme c'est en même temps que le frais, voilà, moi j'ai du mal à être catégorique, mais tu es meilleur que moi sur le sujet. Voilà, donc, et en plus, je m'en étais pas alarmé, vraiment. J'ai vu la bâche réapparaître et point. Bon, après, tout le monde dira, oui, c'est sympa, la bâche, elle est comme aspirée, là, bon, c'est nickel. Mais en principe, ça, c'est pas bon du tout, parce qu'une bâche qui est tenue comme ça, sans biofilm, ben, c'est pas bon, c'est très, très mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a un très gros souci dans le bassin. Alors bon, maintenant, identifier le souci, ça, c'est une autre histoire. Bon, apparemment, tu n'as plus de problème parasitaire, hein, comme tu m'as dit. Non, tout à fait, on a encore fait des frottis il y a 2 jours. Et au frottis, on voit absolument rien. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire dans un cas comme celui-ci? Bon, ben, il y a plusieurs opérations. D'une part, on a dit le changement d'eau, très important. Alors, on est ici à 20 degrés, la température de l'eau. Donc, 20 degrés, ça commence à devenir chaud. Hein. C'est un bassin qui est profond, on rappelle 2 mètres de fond. Donc, c'est une inertie terriblement grande. Donc, c'est de réoxygéner le bassin. On peut le faire de différentes manières, mais les bulleurs ne suffisent plus là. Donc, ce qui veut dire qu'on va accélérer soit avec de l'eau oxygénée ou avec du peroxyde. Oui, donc comme tu me le disais, peroxyde sous plusieurs formes, soit en liquide, soit en poudre avec des produits type BioBooster. Voilà, alors BioBooster, c'est intéressant. Bon, ici, évidemment, il n'y a pas d'algues qui vont sortir, il n'y en a plus. Mais par contre, ça va oxygéner le bassin au moins pendant 4 à 5 jours. Et ça, cette action-là, elle est lente. Tandis que de l'eau oxygénée a l'inconvénient de se dissoudre directement dans l'eau et de ne pas, justement, être bénéfique à moyen terme, je veux dire, même à court terme. Ici, on est vraiment dans un cas du très, très, très court terme, ce qui n'est pas trop intéressant. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est justement d'avoir une oxygénation plus importante pour augmenter l'activité des poissons. Alors, on peut remarquer ici un poisson qui a un comportement tout à fait anormal dans une eau de 20 degrés. Il est couché au fond. Et c'est un petit peu ça que tu constates régulièrement. Oui, tout à fait. Donc j'arrive au bord du bassin et j'ai des poissons qui sont au fond. Alors quand je viens, ça les remet un peu en mouvement. Mais quand je ne suis pas là, effectivement, le nombre de poissons au fond est plus important. Alors, c'est ça, donc c'est aussi l'observation qui va faire que vous pouvez réagir ou pas réagir. Et donc il y a probablement un petit souci au niveau du taux d'oxygène dissous. Bon, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir des problèmes d'anaérobie en mettant du biobooster, c'est-à-dire du peroxyde, parce qu'il n'y a pas que du peroxyde là-dedans, mais enfin principalement. En remettant du peroxyde dans l'eau, on va réoxygéner et on va automatiquement flinguer toutes ces anaérobies qui ont absolument horreur de l'oxygène. Donc ça, c'est un premier aspect. Et on va dégrader beaucoup plus vite les œufs qui ne sont pas fécondés. Parce que ces œufs-là, on ne peut pas les enlever, ils collent à la vache partout. Ouais. Donc, et on en voit certains encore à quelques endroits. Exactement. Donc après, il va y avoir évidemment des naissances, hein, ça c'est inévitable. Bon, les coqs ne vont pas vraiment les attaquer, hein, tu n'as pas grand-chose comme autre prédateur ici, certainement pas les insurgents. Alors ce que je propose, c'est qu'on aille jeter un coup d'œil sur la filtration et vous allez voir qu'il ne manque absolument rien. Donc restez avec nous, on va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc on va voir un petit peu ici ta filtration, hein, on va voir qu'il ne manque absolument rien. Première chose, évidemment, le tambour maison. Voilà, donc l'histoire de ce tambour, c'est une réalisation collective. Hein, moi je suis rugbyman, les rugbyman aiment parler du collectif. Et là c'est une œuvre collective avec ce qu'on a pu trouver sur le net, sur ton site. Et puis
derrière les matériaux qu'on a pu trouver. Et puis, je remercie David qui se reconnaîtra, qui est un bricoleur professionnel. Alors je lui rends pas hommage avec les tuyaux d'arrivée, essayez de regarder plutôt la conception du tambour en lui-même, où effectivement c'est quelqu'un qui... Moi je fais du bricolage au centimètre, lui il fait du bricolage au millimètre. Alors bon, on remarque là-dessus, on a une grille de 50 microns, hein, si je m'abuse. Oui, c'est ça, le diamètre de la toile qu'on a mis dessus. Alors après, je t'ai expliqué, bon ben voilà, si vous faites un tambour maison, essayez de prendre une toile de 70 microns, parce que tous les essais qu'on a pu faire avec jusqu'à 25 microns ont démontré que le résiduel est identique entre un 70 microns et un 25 ou un 25 microns. Par contre, c'est pas du tout identique en termes de cycle de nettoyage. Oui, on va gagner en eau. Exactement, bon maintenant il ne faut pas le changer, on va attendre que la grille elle soit pétée, c'est pas le problème. Alors après, on sort de ce tambour et on va directement à l'opposé où on rentre dans la première cuve et là on a un grand pot de fleurs, on va dire, comblé de calnès. Voilà, donc un pot de fleurs qui doit bien faire 200 litres avec dedans un bon 100 litres de calnès. Et puis, je voyais pas bien comment le mettre en mouvement avec de l'air. Et donc, j'ai trouvé ce système-là de mouvement circulaire alimenté par l'eau de retour de la pompe. Alors, deuxième partie après le seau, hein, on va dire après le seau, on a une partie qui est couverte parce qu'elle a peu d'intérêt, en finalité, ce sont des brosses. Oui, donc là, j'ai bien conscience que c'est plus vraiment utile maintenant. Mais j'avais les brosses, alors au lieu de laisser une chambre vide ou de réinvestir dans une série de tapis japonais, j'ai laissé ces brosses qui au moins nuisent pas à mon avis. Bon, il y a plein d'acelles là-dedans. Voilà, donc là aussi, merci aux copains qui m'ont donné des acelles qui permettent d'avoir un filtre nickel. Alors après, on a une cuve qui suit évidemment, qui sont les tapis japonais. Voilà, donc des tapis japonais mis on va dire à 90 degrés, séparés par de la tôle ondulée en plastique. Je peux peut-être montrer là, la tôle ondulée, on peut en sortir une. Alors c'est le système qu'on trouve régulièrement au Japon, hein. Je ne sais pas si on voit bien ça à la caméra. Donc les tôles ondulées très fines, hein. C'est du tôle ondulé de 1 cm. Alors ce que je t'ai fait remarquer, déjà pour commencer, les tapis devraient être mis dans l'autre sens, dans le sens de la circulation de l'eau, puisque entre chaque tapis il y a un barrage. Ça bloque un petit peu la circulation de l'eau entre les tapis, donc ça va diminuer le rendement. D'autre part, tu as mis toute une série de bulleurs dans ce qu'on appelle l'upflow du filtre. On pourrait augmenter le rendement en distribuant ces bulleurs sous les tapis, et ça va améliorer grandement. Donc inverser, mettre dans le sens de l'écoulement de l'eau, ça va faire moins de barrage, et deuxièmement, ça permettra éventuellement d'augmenter le flux ou le débit dans le filtre, et d'autre part mettre les aérateurs sous les tapis, ce qui va permettre d'augmenter sensiblement le rendement. Consécutif à ça, on sort et puis on rentre dans une cuve simplement de sortie. Voilà, où il n'y a rien. Je m'étais posé la question de mettre de la matière style Siporex ou autre, et finalement j'ai décidé de laisser comme ça. Bon, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, ça ne sert à rien de toute façon, mais par contre on a les deux tuyaux qui retournent vers le bassin. Voilà, donc il y a une partie de l'eau qui retourne vers le bassin directement, et puis une autre partie de l'eau qui va subir un autre traitement. C'est ça, puisqu'on a une pompe qui est intégrée dans la dernière cuve, et qui, elle, va remonter l'eau au-dessus de cette colonne. Voilà, donc là, c'est aussi un bricolage maison, donc l'eau est prise en fin de filtration pour qu'elle soit la plus débarrassée possible de particules, et elle tombe en pluie sur des calnès, qui sépare un peu la matière organique de l'eau et qui génère cette mousse là dont la production existe, dépend de la température, de la météo, de la charge organique, mais en tout cas je me dis que c'est tout ça de moins qui donnera des nitrates. Comme on le sait, les nitrates empêchent la croissance des poissons. Alors ça n'empêche pas la nitrate, ça enlève l'albumine, voilà, mais les nitrates sûrement pas. Alors, pour enlever les nitrates, il n'y a qu'un seul type de filtre qui fonctionne, ce sont les filtres, ce qu'on appelle anoxiques, qui sont extrêmement dangereux. Donc quand je te disais enlever les nitrates, c'est pas d'enlever les nitrates en eux-mêmes, c'est d'enlever ces précurseurs, d'enlever la protéine avant que la protéine soit transformée en nitrate. Absolument, mais c'est pas pareil, hein, soyons précis. Soyons précis. Alors là, il y a
je t'en ai pas parlé volontairement, il y a une grosse erreur qui est commise là sur cet écumeur. En fait, tu devrais prendre l'eau dans le premier compartiment. Pourquoi? Parce que tout ce que tu enlèves comme albumine ne doit plus être traité par le reste. Oui. Donc il faut essayer d'être le plus logique possible. Donc ce qui veut dire que ton écumeur fonctionne à un rendement relativement bas parce que justement les matières ont déjà été partiellement épurées. Il pourrait être amélioré. Simplement en déplaçant la pompe. Voilà. Donc, si un dimanche vous n'avez pas grand-chose à faire, vous faites venir Patrick le samedi et vous serez occupé le dimanche. Ah, il n'y a pas de doute. Hein. Bon. Alors après, on a... Pour le bien. Ben, j'espère, hein, j'espère. Donc, c'est pas mauvais comme tu l'as fait, on va le dire comme ça, mais bon, c'est pas logique. On peut améliorer. On peut améliorer. C'est simplement déplacer une pompe de 3 mètres. Hein, d'autant plus que c'est un tuyau souple qui l'alimente, donc ça pose absolument aucun problème. Non. Il suffit de la sortir et de la remettre de l'autre côté. Voilà. On t'a fait un petit bout de tableau de commande électrique bien protégé. Voilà, donc là aussi je suis à l'extérieur, je suis indépendant des autres circuits et donc ça évite quand on a un problème sur le bassin, que ça soit le problème dans toute la maison. Emmanuel, on constate une chose, même s'il y a des petites bricoles qu'on peut améliorer sur la filtration, on est en train de titiller. Donc on n'est pas sur du fondamental. Fondamentalement, tu as les matières de filtration qu'il faut, tu as un bassin qui va relativement bien, jusque-là. Qui allait justement, jusque-là relativement bien. Bon, il y a moyen d'améliorer un petit peu la filtration, mais ça ne va pas, bouleverser à 100% ce qui se passe dans le bassin. Alors là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la biologie du bassin. Bon, il y a eu cette modification grâce à l'apport d'un produit qui était neuf sur le marché et qui finalement se révèle un petit peu catastrophique. Donc essayer quand ça marche bien, de ne pas trop changer parce que l'équilibre est quand même très fragile dans un bassin. Après, moi je pensais qu'on avait plus affaire à des attaques bactériennes, mais bon, on a des attaques bactériennes peut-être, mais quand même relativement limitées parce que ça aurait été bien pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on constate? On a constaté une fraie, il n'y a pas de changement d'eau qui a été opéré suite consécutif à la fraie. Ça c'est méga important, faites un changement d'eau minimum de 30% parce que là, vous pouvez être sûr d'avoir des nitrites à la sortie d'une fraie et certainement quand les températures sont en hausse comme c'est le cas maintenant. Donc là, il ne faut même pas mesurer, on le voit directement aux bulles qui mettent assez bien de temps avant d'éclater. Donc il n'y a pas besoin d'appareil de mesure. Changement d'eau, ça c'est impératif le plus vite possible. Ça va aider le poisson. Et puis après, pour les poissons, pour les aider un peu, on va essayer, on a deux possibilités. Soit on diminue la pression bactérienne, j'avais pensé au départ du Super Tab, pour essayer de diminuer cette pression bactérienne. Mais on constate ici chez toi, dans le comportement des poissons, que les poissons ont tendance à se diriger vers les sorties d'eau qui sont naturellement oxygénées. Donc ce qui veut dire que, il manque un petit peu d'oxygène dans le bassin aujourd'hui. Donc on ne va pas utiliser du Super Tab pour diminuer la pression bactérienne. On va utiliser du peroxyde qui va permettre d'augmenter le taux d'oxygène dissous. Bon là tu ne peux pas le mesurer. Non. Donc on ne connaît pas le taux d'oxygène dissous aujourd'hui. Bon, il faut déjà savoir que le taux d'oxygène dissous est inversement proportionnel à la température. Donc ce qui veut dire au plus la température est élevée, au plus le taux d'oxygène diminue. Et tout ça sont des facteurs de stress pour le poisson qui sont vraiment importants. Donc voilà, on va augmenter, d'abord changer l'eau, augmenter le taux d'oxygène dissous. Ça va agir pendant 4-5 jours. Mais pour les poissons qui sont plus gravement atteints, je pense qu'il va falloir passer à des piqûres d'antibiotiques. Et là, il faut qu'on trouve des solutions. Bon, tu sais bien, Manuel, que je vais essayer de mettre ce qu'il faut en œuvre pour essayer de t'aider. La chance, c'est que tu peux faire les piqûres. Oui, j'ai pu m'exercer à réaliser ce geste là aussi où en passant des coups de fil, on m'a aussi dit comment fallait faire, plus les vidéos. Merci à Tony que tout le monde connaît sur les premiers gestes. Exactement, donc on aura l'occasion certainement de refaire des vidéos à ce sujet-là, parce que c'est méga important, surtout en France, où il n'y a pas beaucoup de vétérinaires disponibles. Et ça pose réellement des problèmes d'aller chez les vétérinaires classiques. Oui, tout à fait, parce que même si on sait ce qu'il faut faire, aujourd'hui la réglementation fait qu'on n'y a pas accès et que les vétérinaires dont on dispose soit sont pas disponibles,
soit sont pas compétents, soit sont pas volontaires, soit les trois à la fois. Oui, enfin, on a un peu de tout, comme on dit. Hein. Voilà. Bon, un peu de tout, comme les fromages belges. Hein. Ouais, voilà, je pense que là aussi, le grand public qui est sensible aux chats et aux chiens réagirait fort, si on laissait mourir des chiens et des chats, faute de traitement adapté. Et visiblement, il y a un peu moins d'émotion sur les poissons. Absolument, parce que bon, les poissons, c'est aussi un jour de course sur toute la formation d'un vétérinaire, donc c'est compliqué pour eux. Et puis, bon, il faut dire aussi que si on est arrivé à ce résultat final, augmenter les taux d'oxygène, etc., c'est parce qu'on a une certitude. On n'est plus en présence de parasites ici. Oui, ben là, d'où l'importance de... Voilà, moi, j'ai jamais voulu faire de traitement, ce qu'on appelle préventif, contre les parasites ou contre d'autres maladies. Là aussi, essayons de ne pas traiter à l'aveugle, de faire un diagnostic et d'agir en conséquence. Mais tu as eu du dactylo, du giro? Oui, tout à fait. C'est ce que je te disais, le printemps dernier, j'ai eu dactylo et giro, et là, le traitement s'impose parce que sinon, le poisson s'en ressent. Exactement, mais bon, ça a été traité, donc aujourd'hui, on sait que tu as refait des plaquettes, tu es passé au microscope, et là, on n'a plus rien. Oui, donc là... on a même fait double analyse. Voilà, moi j'ai regardé, Gilles, que certains, je pense, connaissent aussi, a regardé, et puis Guy, ici présent, a regardé aussi. Donc là, si on est tous les trois passés à travers, c'est qu'il y a vraiment des choses à faire sur la formation en France. Oui, mais bon, écoute, je crois qu'on apprend tous les jours, et puis bon, vous avez fait ce qu'il fallait jusque-là. Bon, malgré tout, on continue à avoir de l'ulcération, donc le mal est plus chronique, donc il n'y a qu'une seule façon de le soigner, c'est l'antibiotique. Bon, maintenant, si j'aurais pas été certain qu'on n'avait pas fait des plaquettes et qu'on risquait d'avoir des présences parasitaires, j'aurais jamais préconisé ça. Donc c'est important de dire ça, parce que ça veut dire aussi que bon, chaque bassin est un petit peu particulier, pour ne pas dire complètement particulier. L'environnement, la filtration, le nombre de poissons, les qualités d'eau, les événements qui se sont passés, ça fait un ensemble. Ici, on sait qu'il y a eu de la fraie, on sait qu'on n'a pas fait de changement d'eau, on sait qu'il y a eu des parasites qui ont été traités, qu'il n'y a plus de parasites. Malgré tout, on a encore de l'ulcération. On a pu constater que le biofilm a complètement disparu sur la bâche. Ça, c'est catastrophique parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un déséquilibre qui va se passer. Bon, évidemment, on va suroxygéner. On va d'abord changer de l'eau, bien sûr, suroxygéner le bassin. Et par la même occasion, on fait des apports bactériens. En bactéries, ici, tu as acheté du Biota, c'est une très bonne bactérie, donc un set de très bonnes bactéries. Donc on va inclure ça dans le traitement. Et puis, bon, moi, j'essaierai d'obtenir quelques fioles d'antibiotiques pour évidemment les piquer à raison de 3 traitements sur chaque poisson. Je te remercie beaucoup, Patrick. Tu me remercieras si je parviens à les avoir, parce que c'est pas gagné. Déjà l'intention y est, et quand on trouve de l'aide, c'est toujours la même chose. Quand tout va bien, on a toujours des amis et des bonnes relations, et comme on dit, c'est dans les moments un peu plus difficiles qu'on voit sur qui on peut compter. Eh bien, écoutez, voilà, moi... je dis simplement une chose, on fait son possible pour essayer de mettre les poissons dans les meilleures conditions possibles. Ici, moi, je constate que tous les éléments sont réunis pour avoir ces conditions, de bonnes conditions. Puis bon, ça fait quand même pas mal d'années que tu es occupé aussi, et puis ça a marché pendant pas mal d'années sans trop de problèmes. Oui, comme quoi on n'est jamais à l'abri, hein, et là-dessus, voilà, celui en Coy qui pense qu'il est à l'abri des problèmes, je pense qu'il est en danger. Exactement. Alors, soyez prudents, surtout quand vous constatez des comportements anormaux, que vous voyez votre biofilm disparaître ou des choses comme ça, que vous avez du frais dans votre bassin. N'oubliez certainement pas en cas de frais de changer 30% d'eau, mais attendre bien entendu que les frais soient terminés. Ça peut durer jusqu'à 4-5 jours. Hein. Donc ça, c'est très important. N'oubliez jamais de faire ça. Et puis, après, les changements d'eau, ça reste quelque chose d'important. Je sais que tu les fais. Donc, une filtration adaptée. Et puis, normalement, ça devrait rouler dans les meilleures conditions. Et bon, ici, on a un petit accro. On va essayer de résoudre le problème. Voilà, vous vouliez voir des bassins avec de particuliers. Ici, on a un superbe exemple avec encore un bassin maison, une filtration maison et tout ce que vous voulez, avec des poissons qui ont quand même une belle croissance.
Oui, jusqu'à cette année, de la croissance. Là, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Ah bah oui, mais c'est temporaire, hein, donc on va essayer d'améliorer cette situation. Eh bien, n'hésitez pas surtout d'appeler. Et puis bon, ben moi je vous dis d'abord merci Emmanuel. Merci à toi. Et puis, comme je dis toujours, ben, en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.